Le jaune est assurément la couleur la moins aimée, celle que l'on n'ose pas trop montrer et qui parfois fait honte. Qu'a-t-elle donc fait de si terrible pour mériter une telle réputation? Elle n'a pas toujours eu une mauvaise image. Dans l'Antiquité, on appréciait plutôt le jaune. Les Romaines, par exemple, ne dédaignaient pas de porter des vêtements de cette couleur lors de cérémonies et de mariages. Dans les cultures non européennes, en Asie, en Amérique du Sud, le jaune a toujours été valorisé. En Chine, il fut longtemps la couleur réservée à l'empereur, et il occupe toujours une place importante dans la vie quotidienne chinoise, associée au pouvoir, à la richesse, à la sagesse. Mais c'est vrai, en Occident, le jaune est la couleur que l'on apprécie le moins. Dans l'ordre des préférences, il est cité en dernier rang. Cette désaffection remonte au Moyen Âge. La principale raison de ce désamour est due à la concurrence déloyale de l'or. Au fil des temps, c'est en effet la couleur dorée qui a absorbé les symboles positifs du jaune, tout ce qui évoque le soleil, la lumière, la chaleur et par extension, la vie, l'énergie, la joie, la puissance. Le jaune, lui, dépossédé de sa part positive, est devenu une couleur éteinte, mate, triste, celle qui rappelle l'automne, le déclin, la maladie. Mais pire encore, il s'est vu transformé en symbole de la trahison, de la tromperie, du mensonge. Contrairement aux autres couleurs de base, qui ont toutes un double symbolisme, le jaune est la seule à n'en avoir gardé que l'aspect négatif. On le voit très bien dans l'imagerie médiévale, où les personnages dévalorisés sont souvent affublés de vêtements jaunes. Dans les romans, les chevaliers félons, tels Ganelon, sont décrits habillés de jaune. Regardez les images qui, en Angleterre, en Allemagne, puis dans toute l'Europe occidentale, représentent Judas. Au fil des temps, cette figure cumule les attributs infamants. On le dépeint d'abord avec les cheveux roux, puis à partir du XIIe siècle, on le représente avec une robe jaune, et pour parachever le tout, on le fait gaucher. Pourtant, aucun texte évangélique ne nous décrit la couleur de ses cheveux ni celle de sa robe. Il s'agit là d'une pure construction de la culture médiévale. Des textes de cette époque le disent d'ailleurs clairement. Le jaune est la couleur des traîtres. L'un d'eux relate comment on a peint en jaune la maison d'un faux monnayeur et comment il a été condamné à revêtir des habits jaunes pour être conduit au bûcher. Cette idée de l'infamie a traversé les siècles. Au XIXe siècle encore, les maris trompés étaient caricaturés en costume jaune ou affublés d'une cravate jaune. Dans l'histoire complexe des couleurs, nous voyons bien que les codes et les préjugés qui leur sont attachés ont une origine assez logique. L'univers du sang et du feu pour le rouge, celui du destin pour le vert en raison de l'instabilité de la couleur elle-même. Et pour le jaune, nous n'avons pas d'explication. Ni dans les éléments qu'il évoque spontanément, le soleil, ni dans la fabrication de la couleur elle-même. On obtient le jaune avec des végétaux tels la gaude, une sorte de réséda qui est aussi stable en teinture qu'en peinture le sont les jaunes fabriqués à base de sulfure tel l'or-piment. Le safran en teinture a les mêmes qualités. La teinture jaune tient bien, elle ne trahit pas son artisan. La matière ne trompe pas comme le verre le fait, elle résiste bien. Alors, est-il possible que la mauvaise réputation du soufre, qui provoque parfois des troubles mentaux et qui passe pour diabolique, ait joué ? Mais cela est insuffisant. Le jaune est une couleur qui glisse entre les doigts de l'historien. L'iconographie, les textes qui édictent les règlements vestimentaires religieux et somptuaires, les livres des teinturiers, en bref, tous les documents dont nous disposons sont curieusement peu bavards à son sujet. Dans les manuels de recettes pour fabriquer les couleurs datant de la fin du Moyen Âge, le chapitre consacré au jaune est toujours le moins épais et il se trouve toujours relégué à la fin du livre. Nous ne pouvons que constater que vers le milieu de la période médiévale, partout en Occident, le jaune devient la couleur des menteurs, des trompeurs, des tricheurs,
mais aussi la couleur de l'ostracisme que l'on plaque sur ceux que l'on veut condamner ou exclure, comme les Juifs. C'est Judas qui transmet sa couleur symbolique à l'ensemble des communautés juives, d'abord dans les images, puis dans la société réelle. À partir du XIIIe siècle, les conciles se prononcent contre le mariage entre chrétiens et juifs et demandent à ce que ces derniers portent un signe distinctif. Au début, celle-ci est une rouelle, ou bien une figure comme les tables de la loi, ou encore une étoile qui évoque l'Orient. Tous ces signes s'inscrivent dans la gamme des jaunes et des rouges. Plus tard, en instituant le port de l'étoile jaune pour les juifs, les nazis ne feront que puiser dans l'éventail des symboles médiévaux. Quand le jaune devient le symbole de la félonie, c'est précisément le moment où la société médiévale se crispe et où le christianisme n'a plus d'ennemis à l'extérieur. Les croisades ayant échoué, on se cherche plutôt des ennemis à l'intérieur et on acquiert une mentalité d'assiégé. Et la Renaissance ne va rien changer au statut du jaune. Alors que le jaune était bien présent dans les peintures pariétales, avec les ocres, et les œuvres grecques et romaines, il régresse dans la palette des peintres occidentaux des XVIe et XVIIe siècles, malgré l'apparition de nouveaux pigments comme le jaune de Naples, qu'utilisent les peintres hollandais du XVIIe. Même constat avec les vitraux. Ceux du début du XIIe siècle comportent du jaune, puis la dominante change et devient bleu et rouge. Le jaune n'est presque plus utilisé que pour indiquer les traîtres et les félons. Cette dépréciation va perdurer jusqu'aux impressionnistes. On songe alors évidemment aux champs de blé et aux tournesols de Van Gogh, et aux tableaux des fauves, puis aux jaunes excessifs de l'art abstrait. Dans les années 1860-1880, il se produit un changement de palette chez les peintres, qui passe de la peinture en atelier à la peinture en extérieur. Et un autre changement quand on passe de l'art figuratif au semi-figuratif, puis à la peinture abstraite. Celle-ci utilise moins la polychromie, elle use moins des nuances. C'est aussi le moment où, comme nous l'avons vu précédemment, l'art se donne une caution scientifique et affirme qu'il y a 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et notre jaune, qui, contrairement au vert, se voit donc brusquement valorisé. Il est possible que le développement de l'électricité ait également contribué à cette première réhabilitation. Une fois encore, ce changement de statut du jaune se produit à une période clé, la fin du XIXe siècle, qui est aussi celle des bouleversements de la vie privée et des mœurs. Les couleurs reflètent en fait les mutations sociales, idéologiques et religieuses, mais elles restent aussi prisonnières des mutations techniques et scientifiques. Cela entraîne des goûts nouveaux et forcément des regards symboliques différents. Mais pas dans la vie quotidienne, ni dans les goûts des Occidentaux. Le jaune infamant est toujours là, dans notre vocabulaire en tout cas. On dit qu'un briseur de grève est un jaune. On dit aussi rire jaune. L'expression française jaune pour désigner un traître remonte au XVe siècle et elle reprend la symbolique médiévale. Quant au rire jaune, il est lié au safran, réputé provoquer une sorte de folie qui déclenche un rire incontrôlable. Les mots ont une vie très longue qu'on ne peut éliminer. Qu'on le veuille ou non, le jaune reste la couleur de la maladie. On a encore et toujours le teint jaune. Pour un spécialiste des sociétés anciennes, tout signe est motivé. Au Moyen-Âge, on pensait qu'un mot désignant un être ou une chose avait à voir avec la nature de cet être ou de cette chose. L'arbitraire était impensable dans la culture médiévale. Les mots sont-ils des constructions purement intellectuelles ou correspondent-ils à des réalités plus tangibles ? On en débat depuis Platon et Aristote. Il y a néanmoins quelques exceptions. Par exemple, les voitures de la poste. Depuis le XVIIe siècle, la poste, qui dépendait de la même administration que les eaux et forêts, était associée au vert. On a simplement eu le souci de mieux distinguer ce service, et comme le rouge était déjà pris par les pompiers, ce qui permet de voir que le jaune fait parfois fonction de demi-rouge, comme le carton jaune du football. Et puis, il y a aussi le maillot jaune du Tour de France.
Au départ, il s'agissait d'une opération publicitaire lancée en 1919 par le journal L'Auto, l'ancêtre de l'Équipe, qui était imprimé sur un papier jaunâtre. La couleur est restée celle du leader. L'expression maillot jaune s'est étendue à d'autres domaines sportifs et à d'autres langues. En Italie, on l'emploie pour désigner un champion, alors que le premier du Tour d'Italie porte un maillot rose. Mais véritablement, seuls les enfants le plébiscitent vraiment. Dans leurs dessins, il y a souvent un soleil bien jaune et des fenêtres éclairées en jaune. Mais ils se détachent de ce symbolisme en grandissant. À partir d'un certain âge, chacun prend en compte plus ou moins inconsciemment le regard des autres et adopte les codes et mythologies en vigueur. Ainsi, les goûts des adultes sont-ils non plus spontanés, mais biaisés par le jeu social et imprégnés par les traditions culturelles. Si des changements s'opèrent dans nos habitudes des couleurs, qui se jouent sur la longue durée, ce sera dans les nuances de jaune. Étant tombé très bas et ayant commencé à se relever doucement, cette couleur-là ne peut que se redresser. Le jaune a un bel avenir devant lui.